Salut à tous! Aujourd'hui, on va casser des mythes et éclater des idées reçues, on va mettre tout ça à la poubelle et reposer des bases plus claires. Quelles méthodes de contraception existent à l'heure actuelle? Lesquelles sont les plus efficaces? Quels sont les risques et les avantages de chacune? On va répondre à toutes ces questions, mais d'abord, générique. La contraception, ça ne date pas d'hier. Ça fait bien longtemps que les femmes essaient d'avoir des rapports sexuels sans avoir de grossesse. Et je cède volontiers la parole à notre ami Hippocrate pour vous donner quelques conseils sur le sujet. Alors nous, on n'aimait pas trop le concept de contraception. Avoir des enfants, c'était important pour une femme, mais bon, il y a quand même des fois où ça pouvait se comprendre quand les pères venaient violer nos femmes. Dans ces cas-là, le premier truc à faire est de sauter sur place un moment pour évacuer le sperme. Et oui, pas de semences, pas de grossesse. Bon, après ça marchait pas super bien. Sinon, vous pouvez prendre du sulfate de fer et le diluer dans l'eau. Vous buvez ça et ça empêche de tomber enceinte. Enfin sans doute, moi perso j'ai jamais essayé. Vous le voyez donc, à l'Antiquité, on avait déjà beaucoup d'imagination pour éviter d'avoir des bébés. Mais laissons de côté ces pratiques un peu aléatoires et concentrons-nous sur ce qui existe à l'heure actuelle. On entend par contraception l'emploi volontaire de moyens ou de techniques par l'homme ou la femme pour empêcher qu'un rapport sexuel n'entraîne une grossesse, ainsi que l'ensemble de ces moyens et techniques. On va donc tout de suite différencier la contraception, qui est le fait de faire pampan sans avoir de grossesse, et l'abstinence, qui est le fait de ne pas avoir de grossesse parce qu'on ne fait pas tireli-pimpon. Et on distingue également tout cela de la stérilisation, qui est le fait de rendre volontairement quelqu'un stérile, c'est-à-dire qu'il ou elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant, puisque par définition, la contraception doit être réversible. Une petite précision pour cet épisode, je vais citer des jeunes étudiantes que j'ai interrogées, ce qui vous permettra de contextualiser un petit peu mieux les différentes méthodes et comment elles sont utilisées en pratique. Et oui, je parle bien uniquement de jeunes filles, car sur la trentaine de réponses, aucune ne venait d'un garçon, ce qui prouve bien encore une fois que les hommes ne se sentent pas très impliqués. Car comme le dit très bien Sophia, si les hommes étaient un peu plus concernés par les moyens de contraception, ce serait pas plus mal non plus, car ils sont tout aussi concernés, mais c'est nous qui en portons toute la charge, c'est épuisant moralement. Eh les gars, il serait temps de s'y mettre. Des méthodes de contraception, il en existe un paquet. L'immense majorité est représentée par la contraception féminine. On peut penser aux pilules, œstroprogestatives ou progestatives, aux patchs, à l'anneau, à l'implant contraceptif, au stérilet, au cuivre ou hormonal, et enfin aux préservatifs féminins. Bien moins employés parce que... Parce que ça coupe un peu la libido d'avoir un équivalent de sac plastique dans le vagin. Merci Hippocrate. Toujours le bon mot et la délicatesse. Y a pas de quoi. La pilule est de loin la méthode contraceptive la plus utilisée en France, puisqu'elle représente plus de la moitié des méthodes de contraception des jeunes femmes de 20 à 24 ans. Son usage diminue avec l'âge au profit du DIU, ou dispositif intra-utérin, le stérilet, qui est plutôt posé chez des femmes qui ont déjà eu des enfants, bien qu'il n'y ait aucune justification médicale qui l'explique, mais ça, on y reviendra. Le préservatif masculin est également beaucoup utilisé, mais plutôt chez les jeunes et de fait, il est le seul moyen de contraception efficace pour protéger des MST, les maladies sexuellement transmissibles, ce qui explique qu'il soit donc plus plébiscité chez les jeunes adultes qui ont de multiples partenaires sexuels. À part le stérilet au cuivre et le préservatif, toutes ces méthodes sont des médicaments, car elles contiennent une molécule qui va modifier le fonctionnement du corps de la femme. Et pour comprendre un peu mieux comment ça se passe de base, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo sur le fonctionnement du corps de la femme. Il existe deux types de pilules. Les pilules œstroprogestatives qui contiennent un œstrogène et une progestérone, et les pilules progestatives qui ne contiennent qu'une progestérone. Et je dis bien un œstrogène et une progestérone, car des molécules d'œstrogène et de progestérone, il en existe plein, ce qui explique la quantité hallucinante de différentes pilules sur le marché. Elles fonctionnent toutes de la même manière, la seule chose qui change, c'est le type d'œstrogène et de progestérone ainsi que son dosage. Vous avez également peut-être déjà entendu parler des termes de pilules mini et microdosées.
On n'utilise plus trop ces mots aujourd'hui, mais sachez que les pilules mini-dosées correspondent aux œstroprogestatives et les pilules micro-dosées aux progestatives. On a donc tout d'abord la pilule œstroprogestative. Elle est prise tous les jours, à heure fixe, à la même dose, et c'est ce surplus d'œstrogène qui va empêcher le corps de produire ses propres hormones. Or, on a bien vu que ce qui faisait fonctionner le cycle féminin, c'était la périodicité de la synthèse des hormones, c'est-à-dire le fait que les concentrations en hormones changent au cours du temps. Ici, les concentrations en œstrogène et en progestérone sont fixes au cours du temps puisqu'on prend la pilule tous les jours. Il n'y a donc pas de pic d'œstrogène qui devrait déclencher l'ovulation, ni de concentration augmentée progressivement de progestérone qui devrait faire grandir la muqueuse utérine. Vous devez donc déjà avoir compris comment fonctionne une pilule œstroprogestative. D'une part, elle va bloquer l'ovulation en empêchant le pic d'œstradiol, et d'autre part, elle va rendre la muqueuse utérine impropre à la nidation d'un embryon en la rendant trop fine grâce à l'absence de montée des taux de progestérone. Dernière modification de la pilule, elle va épaissir la glaire cervicale, cette substance produite par le col de l'utérus qui empêche ou laisse passer les spermatozoïdes. On a donc un triple verrou. On empêche les ovules de sortir, les spermatozoïdes de rentrer et l'éventuel embryon de s'implanter. La plupart des pilules œstroprogestatives fonctionnent de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'il faut prendre 21 comprimés, 21 jours de suite, puis s'arrêter pendant une semaine avant de recommencer. Cet arrêt va permettre une chute des taux de progestérone et va donc permettre l'apparition des règles. Il existe également des plaquettes à 28 comprimés, mais la plupart du temps, il y a 21 vrais comprimés et 7 placebos. Cela permet aux jeunes femmes de ne pas oublier de reprendre leur plaquette après l'arrêt. Si vous avez compris comment fonctionne la pilule œstroprogestative, alors vous avez également compris comment fonctionne l'anneau vaginal, puisque c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de prendre un comprimé tous les jours, vous avez un petit anneau de 5 cm de diamètre que vous pincez en forme de 8 avant de l'insérer dans le fond du vagin. Il n'est pas ressenti par la femme une fois qu'il est en place, ni par l'homme au moment des rapports sexuels. Il reste en place 3 semaines, puis on l'enlève, on passe une semaine sans pour déclencher les règles, puis on met un nouvel anneau la semaine suivante. Le patch fonctionne également de la même manière. On le colle sur le bras, la fesse, la cuisse, jamais sur les seins, et on met un patch par semaine pendant 3 semaines. La 4e semaine, on n'en met pas, ce qui déclenche les règles. L'autre type de contraception hormonale, ce sont les méthodes progestatives. Elles regroupent la pilule progestative, l'implant et le stérilet hormonal. La pilule progestative ou microdosée ne contient que des progestérones, c'est-à-dire que les œstrogènes vont être produits normalement par le corps et que la pilule ne va prendre le relais que pour la progestérone. Le blocage de l'ovulation ne fait donc pas partie des mécanismes d'action des pilules progestatives. En effet, ici, les œstrogènes continuent d'être produits par le corps. Il y a donc bien un pic d'œstrogène qui va déclencher l'ovulation. Bon, en vrai, ça dépend. Des fois, il y a des pilules progestatives qui bloquent l'ovulation, mais ça dépend et c'est compliqué. La pilule progestative doit donc être prise tous les jours, à heure fixe, sans arrêt, et c'est l'absence de modification des taux de progestérone qui va empêcher la muqueuse utérine de croître et empêcher la nidation d'un éventuel embryon. L'autre mode d'action est que cela va épaissir la glaire cervicale, empêchant donc le passage des spermatozoïdes. L'implant fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'au lieu de prendre une pilule tous les jours, on insère un petit bâtonnet de la taille d'une allumette, 4 à 5 cm, dans la peau du bras, entre les deux muscles, et c'est ce petit bâtonnet qui va délivrer tous les jours une quantité de progestérone. Il peut rester en place 2 à 3 ans, et on peut évidemment le retirer à n'importe quel moment en cas d'effet secondaire ou de désir de grossesse. Enfin, le stérilet hormonal est un petit dispositif en forme de T que l'on place à l'intérieur de l'utérus. Ce geste doit être pratiqué par un médecin généraliste formé ou par un gynécologue. Le stérilet peut rester en place 3 à 5 ans et fonctionne exactement comme l'implant, avec un petit réservoir qui distille tous les jours une quantité de progestérone.
Le stérilet peut bien sûr être retiré à tout moment en cas d'effet secondaire ou de désir de grossesse. Il est également important de noter, pour l'implant comme pour le stérilet, qu'on peut en reposer un tout de suite après la dépose du précédent. Il existe également des stérilets au cuivre, sans hormones, que l'on pose dans l'utérus et qu'on laisse en place 5 ans. Ces stérilets fonctionnent de manière différente, ils vont induire une petite inflammation au niveau de la muqueuse utérine, ce qui va empêcher toute nidation d'un éventuel embryon. Ils vont également agir sur les spermatozoïdes par l'effet toxique du cuivre et les griller sur place. On a fait le tour des différentes méthodes et comment elles fonctionnent. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que ça marche à tous les coups? On ne peut vraiment pas tomber enceinte? Chaque méthode a une efficacité différente. Pour l'évaluer, on utilise l'indice de Pearl. C'est un très vieil outil qui a été créé en 1933. Ah, mais c'est tout récent ça! L'indice de Pearl correspond au nombre de grossesses non désirées observées chez 100 femmes qui utilisent la méthode contraceptive pendant 1 an. Donc, plus il est faible, plus la contraception est efficace. Il faut également différencier l'efficacité théorique de l'efficacité pratique. En effet, si l'implant ou le stérilet ne pose pas de problème, on peut très bien avoir un préservatif qui glisse pendant le rapport ou qui craque. Et surtout, on peut oublier sa pilule. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient très souvent chez les femmes qui ont abandonné la pilule pour une autre méthode de contraception. L'oubli et les risques qu'il comporte est générateur de stress. On voit donc que la méthode la plus efficace, c'est l'implant. Les efficacités théoriques et pratiques sont les mêmes puisqu'on ne peut pas mal utiliser un implant. Tout de suite après viennent les stérilets et les pilules. Et là on voit quelque chose de très intéressant. La pilule contraceptive, œstroprogestative ou progestative, est 10 fois moins efficace qu'un stérilet au cuivre en utilisation courante. Cela s'explique principalement par les oublis. Cependant, les pilules sont plus efficaces que le stérilet au cuivre si elles sont prises de manière parfaite. Cela explique que la pilule n'est pas forcément le meilleur moyen de contraception, surtout chez des femmes un peu tête en l'air. Le cas du préservatif est également très intéressant. On voit qu'en théorie, le risque d'avoir une grossesse sur 1 an d'utilisation du préservatif est de 1 sur 50, ce qui est assez faible. Mais ce chiffre bondit quand on passe en utilisation courante puisqu'il passe à 1 sur 7. C'est beaucoup. Enfin, certaines femmes pourraient être attirées par des méthodes plus naturelles, comme on en voit fleurir un peu partout sur internet. La méthode du calendrier, celle des courbes de température, la méthode Ogino ou encore la symptothermie. La diversité de ces méthodes rend difficile l'évaluation de leur efficacité. Cependant, l'OMS évalue environ leur indice de Pearl à 20, ce qui représente sur 1 an d'utilisation une chance sur 5 de se planter. Ces méthodes reposent principalement sur l'observation du cycle féminin, la détermination de la date d'ovulation grâce au pic de température et l'examen de la glaire cervicale pour déterminer à quel moment la femme est fertile ou non. Sauf que, on l'a vu dans l'épisode précédent, le cycle féminin ne fait pas pile 28 jours. Il est variable et cette variabilité se fait aux dépens de la première phase avant l'ovulation. De plus, la température corporelle peut monter pour d'autres raisons, à commencer par la fièvre, ce qui explique que ces méthodes ne soient pas très fiables. Malgré tout, ces méthodes peuvent convenir à certains couples, chez qui une grossesse ne serait pas forcément un problème, puisqu'ils sont ensemble depuis longtemps, dans une situation stable, et qu'ils sont prêts à devenir parents si cela devait arriver par accident. Vous savez donc maintenant comment ça marche, pourquoi ça marche, mais il reste un dernier point qu'on n'a pas encore éclairci, les effets secondaires. Et c'est justement sur ce point-là qu'on entend le plus de bêtises, donc remettons les choses au clair. Toutes les méthodes de contraception hormonale peuvent induire des troubles de la libido, des troubles de l'humeur, de l'acné, surtout les progestatifs, des troubles digestifs, notamment des nausées, des vomissements, des maux de tête, des irrégularités dans les règles. Ces effets sont très variables d'une femme à l'autre et même d'une pilule à l'autre. Une femme peut très bien supporter une pilule et pas du tout une autre, simplement à cause du dosage. Ce qui est beaucoup plus embêtant, bien que très rare,
Et uniquement pour les méthodes œstroprogestatives, à savoir les pilules, le patch et l'anneau, c'est le risque de thrombose. En effet, les œstrogènes vont diminuer la fluidité du sang, ce qui peut risquer de provoquer des caillots dans les veines, aboutissant à des phlébites. C'est pour cette raison que les œstroprogestatifs sont absolument contre-indiqués si vous ou vos parents avez des antécédents de phlébite. L'autre risque des œstroprogestatifs, c'est le risque de caillots dans les artères. En effet, les œstrogènes vont augmenter le taux de graisse et de sucre dans le sang et vont augmenter la tension. C'est pour cette raison que les œstroprogestatifs ne sont pas indiqués chez les femmes fumeuses ou obèses qui ont déjà des facteurs de risque cardiaque. Du côté progestatif pur, c'est-à-dire les autres pilules, l'implant et le stérilet hormonal, on aura toujours les effets secondaires de type hormonaux, c'est-à-dire les troubles de l'humeur, de la libido, l'acné ou les règles irrégulières. Cela dit, on n'aura aucun surrisque cardiaque ou veineux. En revanche, les méthodes progestatives augmentent le risque de kystes ovariens, certes bénins, mais qui peuvent être douloureux. Elles augmentent également le risque de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire une grossesse qui aurait lieu à l'extérieur de la cavité utérine et qui peut donc se compliquer. Les méthodes progestatives sont donc contre-indiquées en cas d'antécédents multiples de kystes ovariens ou d'antécédents de grossesse extra-utérine. Enfin, les contraceptions hormonales agissent sur le risque de cancer. Globalement, elles agissent plutôt dans le bon sens. Les méthodes œstroprogestatives diminuent le risque de cancer de l'ovaire et de cancer de l'endomètre ou de l'utérus. En revanche, toutes les méthodes hormonales augmentent très légèrement le risque de cancer du sein et de cancer de col de l'utérus. Cependant, cet effet n'est présent que pendant la prise de la contraception. Il diminue très rapidement à l'arrêt et disparaît totalement après quelques années. Ces cancers étant très rares chez la femme jeune, on estime que le risque est acceptable. Surtout qu'il existe un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, qu'on peut le faire jusqu'à 19 ans révolus et qu'il protège à 90%. Enfin, on a les stérilets hormonaux qui ont exactement les mêmes effets secondaires que toutes les méthodes progestatives et les stérilets au cuivre. Tout le monde ne peut pas avoir un stérilet. Il est évident qu'en cas de malformation utérine, ça va pas être possible. Il faut également savoir qu'on ne peut pas poser un stérilet chez une femme qui a eu une infection génitale dans les 3 mois précédents. En effet, quand on pose un stérilet dans l'utérus, on insère un corps étranger. Il y a donc toujours un petit risque d'infection génitale. Il y a également un risque de perforation de l'utérus, mais celui-ci est extrêmement faible, autour de 1 sur 1000. Dernier effet secondaire, cette fois-ci complètement spécifique du stérilet au cuivre, ce sont les règles très abondantes. En effet, le mode d'action même du stérilet au cuivre est de provoquer une inflammation dans l'endomètre, dans la muqueuse utérine, ce qui va provoquer parfois des règles beaucoup plus abondantes ou plus douloureuses. Mais encore une fois, c'est très variable d'une femme à l'autre. Certaines vont avoir des règles cataclysmiques et d'autres ne vont avoir absolument aucune modification. Ça y est, on a fait le tour de l'extrême majorité des contraceptions féminines actuelles. Mais on n'a toujours pas répondu à la question la plus importante. Laquelle je dois choisir ? Il n'y a aucune règle absolue. On a tendance à proposer la pilule œstroprogestative en première intention, parce que c'est une méthode qui est très efficace, bien supportée, qu'on peut arrêter très facilement et surtout qui est remboursée. Mais vous pouvez très bien décider de débuter une contraception à 15 ans par patch ou par stérilet. Oui, on peut poser un stérilet chez une vierge. Le plus important, c'est que vous choisissiez la méthode qui vous correspond au moment où vous le désirez. Vous pouvez très bien arrêter une contraception pendant les moments où ce n'est pas nécessaire, ou alors en changer pour une nouvelle, revenir à une précédente. C'est vous qui choisissez puisque c'est votre corps. Les médecins et gynécologues sont là pour vous informer, mais pas pour prendre une décision à votre place. De la même manière, si vous êtes mineur, vos parents ne peuvent pas vous forcer à prendre telle ou telle contraception, car c'est votre corps. Un médecin ou un gynécologue peut refuser de vous prescrire une contraception si vous avez une contre-indication à celle-ci. Mais c'est tout. Pour le reste, c'est à vous de vous informer et de prendre votre décision.
et j'espère que cette vidéo vous y aura aidé. Cet épisode était déjà excessivement long, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura aidé et on se retrouve très rapidement pour parler de la contraception masculine et des méthodes de stérilisation définitives. À très vite. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique, mais ne remplacent en aucun cas une consultation. Si vous avez des doutes, consultez votre médecin ou votre gynécologue traitant. De la même manière, ces vidéos ne traitent qu'une partie du sujet et ne traitent pas des cas particuliers comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes ayant d'autres pathologies chroniques. Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou votre gynécologue. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!